Bonjour à toutes et tous à ce webinaire Ouranos. Je m'appelle Alexandre Gagnon, je suis spécialiste en adaptation résilience climatique. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un webinaire euh, sur le sujet des glissements de terrain dont je vais vous dire un peu plus bientôt. Donc, juste avant de commencer, quelques règles. Conserver son micro en muet pour le bon déroulement et il va y avoir une période de questions qui va se dérouler à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez soit écrire vos questions dans le chat ou lever la main et la poser directement. Et un dernier rappel, en fait, il y a un autre webinaire au Ranos qui va suivre à 11 heures. Donc, les gens qui souhaitent également le suivre devront utiliser un autre lien là, d'inscription qui est fourni, un webinaire sur les événements extrêmes combinés. Donc, avec ces petites précisions, mais on va débuter. Donc, Ariane Lecoq, la conférencière aujourd'hui, va vous présenter un webinaire sur les réflexions sur les conséquences des changements climatiques sur les glissements de terrain au Québec. La professeure Ariane Lecoq est spécialiste des glissements de terrain et la stabilité des sols. Ses recherches visent à mieux comprendre ces phénomènes afin de réduire les risques pour les populations et les infrastructures en contexte climatique changeant et elle coordonne le laboratoire d'études sur les risques naturels. Donc, Ariane, je te laisse la parole. Ben merci, merci Monsieur Gagnon pour cette introduction. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler justement là, des changements climatiques puis de leurs conséquences sur les glissements de terrain au Québec. Donc, ma présentation est divisée en trois parties. Je vais commencer par vous donner finalement le portrait là, des glissements de terrain au Québec. C'est quoi leur contexte? C'est quoi les types de glissements qu'on retrouve? Ensuite, je vais arriver avec les causes principales là, des glissements de terrain. Et je vais terminer avec une partie où on va discuter de l'impact potentiel des changements climatiques sur ces glissements de terrain-là. Donc, là, je vous montre présentement une carte du Québec où on voit les limites d'invasion marine post-glaciaire qui sont en gris foncé. Donc, on voit les dépôts de la mer de Champlain, par exemple, qui sont des dépôts argileux. Et les points noirs représentent des glissements de terrain qui ont été inventoriés par le gouvernement du Québec. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a environ 87 de tous les cas qui sont répertoriés, qui sont dans les limites marines et qui sont dans les dépôts argileux. Donc, c'est pour ça que ma présentation aujourd'hui va porter principalement sur les glissements dans les argiles. On peut identifier deux grands types de glissements de terrain qui surviennent dans les argiles du Québec. Premièrement, il y a les glissements qui sont sans ou à faible rétrogression. Ce que j'entends par rétrogression, c'est la distance par rapport à si on regarde un glissement ici, le deuxième type, c'est les glissements fortement rétrogressifs. Donc, ils vont avoir une grande rétrogression. Ce qu'on entend par rétrogression, c'est la distance entre la crête initiale du talus et l'escarpement arrière du glissement de terrain. Donc, c'est vraiment l'ampleur duquel le glissement de terrain va gruger la pente, là. Donc, le premier type, c'est les glissements sans ou avec une faible rétrogression. On a les glissements superficiels qui, comme le nom le dit, ce sont des glissements qui vont affecter seulement la couche en surface qui est altérée, généralement qu'on appelle la croûte argileuse. Et ça peut être, je dis argileuse, mais ça peut être de différents types de matériaux selon la géologie. Et on voit en gris pâle, c'est le sol intact. En gris foncé, c'est les débris qui se sont déplacés. Puis vous voyez, là, il y a une toute petite surface de rupture, généralement qui est à 1,5 mètres ou même des fois un peu moins. Et donc, c'est des petits glissements. Il y a des glissements rotationnels qu'on peut appeler aussi les glissements rotationnels profonds. On voit comparé au glissement superficiel, la surface de rupture est beaucoup plus profonde. Puis ils peuvent venir gruger un peu là, passer la crête du talus ici. Donc c'est ça qu'on veut dire par faiblement rétrogressif. Et on voit, dans la majorité des cas, les débris vont rester dans la cicatrice et ça va stabiliser finalement. Après le glissement, la pente va généralement être un peu plus stable. Et
Ensuite, on a ce qui est particulier au Québec, c'est qu'on va avoir des glissements fortement rétrogressifs. Je vais revenir là, pourquoi, c'est quoi la particularité, pourquoi on a ce type de glissement-là. On peut les diviser simplement en deux types. Il y a les coulées argileuses qui surviennent et quand vraiment, ce qui est particulier de ces glissements-là, c'est que les débris ont complètement évacué le cratère du glissement. Et on a les étalements où on voit, selon le schéma que j'ai mis ici, ce qui est particulier, c'est qu'on voit, il y a beaucoup de débris qui restent dans la cicatrice et qui ont des formes triangulaires, des blocs là, qui sont d'argile plus ou moins perturbés. Donc, je vais passer ces quatre types-là de glissements et parler de leurs particularités pour en venir après avec les éléments qui initient ces glissements-là. Donc, les glissements superficiels, ici, je vous montre un exemple qui a eu lieu à Héberville en 96. On voit, ça peut survenir fréquemment dans des talus où il n'y a pas d'érosion, comme on le voit ici. Et c'est vraiment des glissements qui sont très affectés par l'infiltration ou la fonte des neiges et qui impliquent la première couche de sol en surface. C'est les types les plus fréquents au Québec et sont très difficiles à prévoir. Et même s'ils sont petits, l'étalement des débris peut affecter la sécurité. Généralement, on suppose que ce qu'on a observé statistiquement, c'est que l'étalement des débris peut aller jusqu'à 2 fois la hauteur du talus. Donc, ça donne une règle là, pour estimer là, leur étendue. Les glissements rotationnels, ben, comme je l'ai expliqué, c'est une surface de rupture qui est beaucoup plus profonde, fait que c'est un glissement qui est beaucoup plus volumineux. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'analyse de stabilité, pour comprendre ces glissements-là, c'est nécessaire de comprendre l'écoulement souterrain et les pressions d'eau dans les pentes. Et ils surviennent généralement dans des talus qui subissent une érosion active. Donc, ça, c'est très important de noter les signes d'érosion et de regarder aussi si, par exemple, il y a une rivière qui couvre une partie et l'eau couvre une partie importante du pied du talus, ben, c'est important de tenir compte de cette partie-là qui est en dessous de l'eau parce que ça peut être quand même très important au niveau de la stabilité du talus. Un exemple ici qui date de 1992 dans la région de Maskinongé. On voit très bien là, la différence. C'est un glissement. On voit ici le glissement a grugé une partie du haut du talus et les débris sont encore dans la cicatrice. Et dans ce cas-ci, ben, l'érosion graduelle peut finalement rendre encore le talus possiblement instable après, là. Si on arrive dans les coulées argileuses, là, je suis rendu, là, je vous ai présenté les deux premiers types de glissements faiblement rétrogressifs. Là, on est dans les glissements rétrogressifs. Donc, le premier type, c'est les coulées argileuses. Ces coulées-là, généralement, on a besoin d'un premier glissement rotationnel profond. Et si le sol a les conditions propices, les débris vont s'écouler et laisser un escarpement instable. Et il peut y avoir quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, si l'escarpement est instable, une suite de glissements rétrogressifs et c'est ça qui va venir gruger le talus et donner une forte rétrogression. Et généralement, ces glissements-là, ce qu'on a remarqué, sont généralement initiés par l'érosion. Et ce qui est important de noter en tant qu'ingénieur, c'est que c'est la rétrogression. On peut comprendre la rétrogression du talus ici peut être dangereuse. Ça peut être plusieurs centaines de mètres et même d'être plus qu'1 kilomètre dans certains cas. Mais aussi la propagation des débris. Les débris peuvent s'écouler sur une très grande distance, sur plusieurs kilomètres. Donc, c'est important de tenir compte de ça là, dans les analyses de risque. Et pourquoi on a ce type de glissement-là, principalement dans les argiles du Québec? Il y en a en Ontario, il y en a un petit peu dans l'est du Canada, là, au Labrador. Il y a un petit peu de ce type d'argile-là dans l'ouest du Canada aussi, en Colombie-Britannique. Et dans les pays scandinaves, ben, c'est qu'on a la présence d'argiles sensibles. Si je vous montre un vidéo ici, on a l'argile ici qui est intacte. En gris ici, c'est un échantillon. On a mis une petite tête ici et on a chargé l'échantillon. Donc, vous voyez, le sol, naturellement, à l'état intact, a une bonne résistance. Et si on prend l'échantillon comme le technicien le fait ici et qu'on le brasse dans un bol avec une spatule, on voit qu'il va perdre toute résistance. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'argile sensible. Ça, c'est un échantillon qui provient de la région de la Romaine. Et je tiens à le dire, là, c'est le même échantillon à la même teneur en eau.
On n'a pas rajouté d'eau. Donc, c'est vraiment ça la particularité. Et c'est pour ça que si on a un premier glissement rotationnel, on peut avoir les conditions où les débris vont se remanier, devenir liquides et évacuer la cicatrice. Et si je reviens sur mon schéma ici, ben, ça va créer un escarpement qui est instable ici. Et avec le temps, cet escarpement-là, on peut, avec quelques heures, quelques jours, on peut avoir une succession de glissements rotationnels et avoir une couleur argileuse. Donc, c'est ça, on doit travailler avec ce matériau-là et on a des essais en géotechnique qu'on doit absolument faire si on travaille avec des sols argileux. On doit identifier est-ce qu'on a les propriétés d'argile, on doit identifier la résistance intacte et les propriétés de résistance et les propriétés de géotechnique du sol remanié pour identifier est-ce qu'on est en présence d'argile sensible. Parce que ce n'est pas tous les argiles que je vous ai montré sur la carte là, qui sont sensibles au remaniement. C'est vraiment seulement une petite partie. Donc, et la seule façon de bien le savoir, c'est de faire des essais géotechniques. Un exemple tragique de coulée argileuse qui est survenu, c'est le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney en 1971. Comme vous pouvez voir sur cette photo-là, malheureusement, il y a eu 31 morts, 40 maisons d'emportées, puis 200 personnes déménagées. On voit le village ici là, qui a été très affecté par le glissement de terrain. Plus récemment, si on se déplace au nord du Québec, là, on est rendu au Nunavik, au large de la baie d'Hudson, eh bien, on voit il y a eu une très grande coulée argileuse le long de la rivière, le long de la grande rivière de la Baleine en 2021. On voit le contexte, ça, c'est la grande rivière de la Baleine. On a la baie d'Hudson au large. On est à 8 kilomètres des villages de Wapmashtu, Kuujjuarapik, et on a eu cette immense coulée-là. C'est vraiment toute une vallée qui était remplie d'argile qui s'est vidée et qui s'est écoulée selon le processus que je vous ai décrit dans la rivière. Et la rétrogression, dans ce cas-ci, fait 1,8 km. Donc, c'est un des plus grands glissements qu'on a répertoriés dans les dernières années. Le deuxième type de glissement de terrain fortement rétrogressif, ce sont les étalements. Par proportion par rapport aux couleurs argileuses, quand on regarde juste les grands glissements fortement rétrogressifs, il y a environ 36 qui sont des étalements, environ une quarantaine de pourcents que c'est des couleurs argileuses. Le reste, ce sont des glissements non identifiés ou de différents types. Et ce qui est particulier de ces glissements-là, les étalements, comme je l'expliquais, les débris restent dans la cicatrice et se disloquent en blocs plus ou moins intacts en ayant la forme de horse ici, qui pointe vers le haut, et de graben, souvent qui ont encore des surfaces horizontales dans les débris. Puis je vais vous le montrer, il peut y avoir des arbres des fois. Il y a encore du gazon sur ces surfaces-là. Et vous voyez, c'est principalement un mécanisme de translation. Donc, on a une surface de rupture qui est initiée, qui se propage dans le talus presque horizontalement, et on a un mouvement plus translationnel. Ces glissements-là vont avoir aussi des très grandes rétrogressions, plusieurs centaines de mètres. Et ce qui est embêtant, c'est qu'ils vont survenir rapidement, sans signe avant-coureur, et les analyses de stabilité conventionnelles ne s'appliquent pas pour comprendre leur étendue. Donc, on a plusieurs projets de recherche là, depuis quelques années qui se penchent sur les mécanismes de rupture de ces glissements-là. Un exemple récent, c'est l'étalement qui a eu lieu à Saint-Jude, où malheureusement, vous voyez, ça a impliqué une maison et il y a eu une famille qui est décédée, de 4 personnes là, qui est décédée suite au glissement. Et il y a une personne le glissement est survenu la nuit et il y a une personne qui conduisait sur la route et son camion rouge ici qu'on voit est tombé. Heureusement, il a juste été blessé. Il a pu sortir du glissement et alerter la population locale qui avait eu un glissement. Et si on regarde, ça, c'était à Saint-Jude, là, dans la région, au sud là, du lac Saint-Pierre. Et on a ici un exemple, je vois une photo dans les débris de ce glissement-là. On voit, comme pour vous montrer un exemple ici d'un horse qui pointe dans les débris. Et vous voyez un graben ici où il y a encore des arbres et du gazon. Donc, on interprète ça quand on regarde la stratigraphie dans les horses et les grabens, c'est généralement horizontal. Donc, on interprète vraiment ça par un mouvement translationnel. Donc, ça fait le tour du portrait des glissements de terrain. Si on regarde, ben, pour terminer, en fait, si on regarde les différentes proportions
prévention des glissements de terrain. En fait, on a la chance d'avoir un très bon inventaire qui a été fait par Laurence Poulin-Leboeuf et qui a été publié en 2022. On voit ici l'échantillon d'inventaire a été fait a compilé les glissements de terrain qui sont survenus entre 1970 et 2017. On voit ici le nombre de glissements superficiels pendant cette période-là. Il y en a eu 984. Les glissements rotationnels, il y en a eu 562. Les autres mouvements qui sont autres que ces types-là et que les types que je viens de vous décrire, incluant les fortement rétrogressifs, eh bien, il y avait 351 mouvements, 285 mouvements d'amorce. Ça, une amorce, c'est quand on a une fissure ça ne crée pas nécessairement de dommages, mais ça peut être quand même, ça peut quand même, ça indique qu'il y a une stabilité précaire de la pente. Donc, il faut quand même avoir une intervention de la sécurité publique. Et on a eu seulement 65 glissements fortement rétrogressifs. Donc, vous voyez, les glissements qui surviennent le plus couramment au Québec, ce sont les glissements superficiels, les glissements rotationnels et les glissements fortement rétrogressifs sont quand même très rares. Statistiquement, c'est environ 1 ou 2 ans si on regarde là, les statistiques depuis 100 ans. Quand on regarde leur superficie, par contre, on voit très bien ici, je vous montre dans la compilation de Poulin-Leboeuf, elle a noté les superficies de ces glissements fortement rétrogressifs de 1970 à 2021. On voit ici les trois les plus importants. On a Saint-Jean-Vianney en 1971, on a Saint-Boniface en 1996 et le glissement que je vous ai montré une photo de la grande rivière de la Baleine en 2021, comme j'expliquais, qui était énorme là, comparé à ce qu'on a rapporté dans le passé. Donc, ce qui est important de comprendre pour ces grands glissements-là, c'est qu'ils ont une grande conséquence, mais ils ont une faible occurrence. Donc, ça en diminue quand même le risque. Et si on regarde maintenant, ça fait le portrait des glissements de terrain au Québec. Si on regarde maintenant les facteurs qui causent ces glissements-là, en commençant par les facteurs naturels, là, je vous montre en fait un schéma qui a été publié dans un article en 2022 qui faisait un peu l'état de la situation sur les mouvements de masse au Québec et liés au changement climatique. Donc, on peut identifier deux grands facteurs climatiques, les précipitations et le réchauffement, la fonte et le dégel, là, qui sont tous liés à l'augmentation de la température. Et ça, c'est un schéma général pour tous les mouvements de masse, que ce soit les chutes de pierre, les glissements dans les argiles, les avalanches. Donc, si on regarde ce qui est particulier pour les glissements dans les argiles, comme je vous l'ai expliqué au début de ma présentation, c'est les glissements les plus fréquents au Québec. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est l'érosion et l'infiltration qui sont importantes. Et ça, ben, ça va être contrôlé par les précipitations, le couvert neigeux, le ruissellement et le niveau des mers. Ça, c'est pour les causes naturelles. Et je vais revenir plus tard dans ma présentation au niveau des causes saisonnières, des événements extrêmes et ce qu'on s'attend sur les changements climatiques. Ça fait le tour juste des causes générales qu'on peut observer. Il ne faut pas oublier, dans les causes naturelles, ben, il y a les tremblements de terre qui sont importants, qui causent des glissements de terrain. Sont importants par contre, mais sont rares, mais c'est quand même, ils peuvent causer, on observe qu'ils peuvent causer des glissements de terrain. Et ici, c'est un exemple de la coulée de Notre-Dame de la Salette qui a été étudiée par Didier Perret et qui est survenue en 2010 suite à un tremblement de terre. Donc, leur hypothèse, c'est il y aurait eu un premier glissement de terrain rotationnel causé par le tremblement de terre. Et ensuite, quelques heures plus tard, il y aurait eu la grande coulée argileuse. Donc, les tremblements de terre vont pas ou les causes d'initiation vont pas contrôler le type de glissement de terrain, mais ça va contrôler leur initiation. Le type est plus indépendant. Là. Ben, on va revenir, là, mais c'est moins évident de faire le lien avec leur cause. Et là, je viens de parler des causes naturelles, mais il faut certainement pas oublier qu'il y a quand même des causes anthropiques. Les actions humaines causent plusieurs glissements de terrain par année. Les mauvaises pratiques sont, par exemple, de remblayer ou de surcharger le sommet du talus, de déblayer ou d'excaver la base du talus. Ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va charger le talus, ça augmente les moments moteurs, les forces motrices. Déblayer ou excaver dans le pied de talus, ça réduit les forces stabilisatrices. Donc,
ces deux facteurs là, qui peuvent initier l'instabilité d'un talus. Et une chose importante aussi, la concentration d'eau dans la pente peut augmenter l'érosion et réduire la stabilité du talus. Et ça peut être, ça peut être aussi affecté, la déforestation va aussi affecter l'écoulement dans la pente et l'infiltration qui se produit dans la pente. La déforestation, qu'elle soit causée par l'humain ou causée par un feu de forêt, par exemple. Et ce qui est important, c'est que dans la compilation du gouvernement du Québec, 40 des glissements de terrain qui ont été répertoriés sont associés à l'intervention humaine, donc possiblement évitables. Donc, c'est ça qui est, c'est important de se rappeler de ça parce que en travaillant mieux ben, et en étant conscient de ça, ben, on peut réduire quand même une partie de ces glissements-là. Donc, maintenant, on a regardé les causes générales. Si on regarde au niveau du climat, qu'est-ce que les observations passées nous indiquent sur l'effet du climat actuel sur les glissements de terrain? Parce que juste ça, vous allez voir, c'est complexe. Donc là, quand on regarde la distribution des glissements de terrain dans le temps, encore une fois, ça, c'est ça provient de la compilation de Laurence Poulin-Leboeuf qui a été publiée en 2022. On voit que 60 des glissements surviennent au printemps, 24 dont environ le quart en été. À l'automne, c'est 14 et que seulement 2 surviennent en hiver. Donc, ça, c'est des informations sur les événements passés. C'est très intéressant. Et si on regarde l'année plus divisée dans les 12 mois de l'année, ici, ce que je vous présente, c'est la distribution des glissements de terrain pour chacun des mois de l'année entre les glissements qui ont été compilés en 2003 et 2017. Et ici, la moyenne des précipitations de pluie entre 1980 et 2010 à la station météo de Louisville. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en hiver, il n'y a pas beaucoup de précipitations et il n'y a pas beaucoup de glissements. Quand on arrive au printemps, mars, avril, mai, on a une augmentation des précipitations et une augmentation des glissements de terrain. Par contre, en plein milieu de l'été, quand l'été arrive, on voit qu'on a toujours une forte précipitation, mais on a une diminution des glissements de terrain. Donc, pourquoi? Ben, oui, les précipitations ont un rôle à jouer sur l'initiation des glissements de terrain, mais pour déclencher un glissement, il faut que l'eau s'infiltre dans le sol. Fait que même ici, même en 1978, ici, on voit, on comprenait déjà ce lien-là. On voit qu'on avait ici, des chercheurs de Sherbrooke ont présenté la variation des précipitations neigeuses et liquides en fonction des mois de l'année, l'infiltration de l'eau dans les talus et ici, la distribution des glissements de terrain. Donc, on voit en fait, on arrive à comprendre avec ça que, bon, en hiver, il n'y a pas beaucoup d'infiltration parce que la majorité de la précipitation, des précipitations est gelée. Si je reviens, on le voit, il n'y a pas beaucoup de précipitations liquides ici, de pluie. Et on le voit très bien aussi. Et donc, peu d'infiltration, peu de glissement de terrain. Au printemps, la neige fond, donc ça augmente. S'il y a une fonte rapide, ça va augmenter la recharge. Ça va faire une recharge printanière plus élevée si ça fond plus vite. Et il y a aussi beaucoup plus de pluie au printemps. Ici, on le voit bien dans ce graphique-là. Et les cours d'eau vont être plus érosifs aussi au printemps. Donc, c'est pas juste l'effet des pluies, on voit c'est l'effet combiné oui, il y a des fortes pluies, il y a le couvert neigeux qui fond et il y a le degré d'érosion des cours d'eau. Le niveau d'eau est plus élevé, donc les cours d'eau sont plus érosifs, donc ça augmente les glissements de terrain pendant le printemps. Et quand on arrive à l'été, ben là, les cours d'eau sont moins érosifs, il fait plus chaud, les niveaux d'eau sont plus bas. Dans les rivières, il y a moins d'érosion, mais aussi il y a beaucoup plus d'évapotranspiration. Donc, l'infiltration, on voit en plein été, est beaucoup réduite. Donc, ça explique la diminution des glissements de terrain pendant l'été. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui initient un glissement de terrain. Je pense que c'est ce que la variation des changements, des glissements de terrain pendant une année nous montre, là. On peut avoir, par exemple, un talus
ici qui a un bon coefficient de sécurité. Donc, le coefficient de sécurité, c'est le rapport entre les forces motrices et les forces déstabilisatrices. Donc, quand c'est égal à 1, on est à la limite de l'équilibre et on veut pas, si on descend en bas de 1, ben là, on a un talus instable. Eh bien, si on a un talus qui est sujet à l'érosion, on voit le coefficient de sécurité va diminuer graduellement dans les années avec l'érosion. Ici, on voit pas, là, il y a pas c'est l'érosion graduelle, là, il y a pas ce qui diminue avec le temps le coefficient de sécurité et naturellement, on peut avoir un glissement de terrain dû à cette érosion-là. Mais il faut rajouter aussi que les changements saisonniers, la pression interstitielle, le niveau d'eau dans le sol, donc les pluies saisonnières, vont arriver à augmenter et réduire le coefficient de sécurité. Fait que si on a un événement de pluie, de plus forte pluie aussi, et on va voir une diminution du coefficient de sécurité. Et éventuellement, c'est une combinaison de facteurs. On peut avoir une diminution du coefficient de sécurité graduelle due à l'érosion et avoir finalement plus de précipitations et soudainement, à un moment donné, le glissement de terrain va survenir, la pente va devenir instable. Donc, c'est vraiment une combinaison. Et là, ça peut être dû juste aux changements saisonniers aussi, là, pas nécessairement à des événements très extrêmes, là. Par contre, si on regarde ce qu'on peut apprendre du passé encore, des événements passés, et sur les événements extrêmes, ben, on peut regarder cette distribution-là qui a été présentée en 2025 par le ministère de la Sécurité publique. C'est le nombre de requêtes d'intervention de la sécurité publique en regard aux problématiques de mouvement de terrain de 2005 jusqu'à 2024. On remarque que la moyenne entre 2005 et 2016 était de 125 demandes par an, ce qui est quand même pas négligeable, là. Sur une année, c'est une demande aux 3 jours quand même, là. Euh, et si on regarde de 2017 jusqu'à 2024, on a eu une augmentation de moyenne, la moyenne a augmenté jusqu'à 268 demandes par année. Euh, Là, et je vais vous faire remarquer, ça, c'est sûr, c'est seulement un échantillon, comme aussi pour les travaux de Poulain-le-Bœuf, les compilations que je vous montre, c'est vraiment seulement un échantillon sur tous les glissements qui peuvent survenir. En réalité, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas rapportés. Mais comment qu'on explique cette augmentation-là de la moyenne de requêtes qui reflète quand même l'augmentation de glissement de terrain? Eh bien, si on regarde plus précisément, 2017-2019, ce qui s'est produit, ce sont des précipitations prolongées et des inondations au printemps. En 2023, il y a 2 épisodes. Il y a eu des pluies intenses en mai 2023 le long de la rivière du Gouffre. Là, on se rappelle, là, Baie-Saint-Paul avait été beaucoup affecté. En juillet 2023 aussi, on a eu la même chose au niveau de la rivière Trinité. Et en 2024, eh bien, il y a eu l'ouragan Debby qui a affecté les États-Unis, mais au Québec, on a quand même été affecté par cet ouragan-là. Et seulement cet événement-là est responsable de 250 requêtes cette année-là. Donc, on explique cette augmentation-là non pas par un changement saisonnier, par exemple, qui peut s'expliquer par les changements climatiques, mais vraiment une augmentation d'événements ponctuels climatiques qui sont plus extrêmes. Donc, ça peut nous porter à regarder les autres événements extrêmes dans le passé. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? On peut regarder, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites suite au déluge du Saguenay de 1996. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les glissements de terrain suite à cet événement-là. Un rappel, ce qui s'est passé, c'est du 19 au 21 juillet 1996, il y a eu plus de précipitations que la moyenne mensuelle du mois de juillet, donc en seulement 3 jours, et ça a causé plus de 1000 glissements de terrain en environ une quarantaine d'heures. Et ça a été rapporté et très bien étudié par Perret et Bégin et Leroy. Et ce qui s'est passé en fait dans ces 1000 glissements de terrain-là, c'est principalement des glissements superficiels qui ont été initiés principalement par l'infiltration dans la couche superficielle. On voit un exemple ici d'un glissement suite au déluge du Saguenay qui a été initié à la baie.
Et premièrement, je vais vous faire remarquer que ce n'est pas un événement qui était, c'est pas la première fois que la pente subissait ça. On voit ici, on a des ondes plus foncées ici. C'est des traces, des anciens traces de glissement de terrain qui ressemblent drôlement à ce qui s'est survenu en 96. Donc, on voit que c'est pas la première fois que ce glissement-là arrive dans ce talus-là. C'est un talus qui était déjà propice à ces événements-là. Et la deuxième chose, il n'y a pas d'érosion en pied de talus. Donc, c'est vraiment le gros coup d'eau qui est survenu, les fortes précipitations qui ont initié ce glissement-là. Et on voit aussi que c'est très superficiel, là. C'est en bas de, je pense que la surface de rupture a en bas de 2 mètres est en bas de 2 mètres de profondeur. Et quand même, les débris se sont quand même bien étalés dans le bas de la pente. Et pourquoi ces glissements-là sont plus susceptibles aux fortes pluies? Ben, la croûte argileuse est fissurée et elle a une conductivité hydraulique plus élevée que l'argile intacte qui est en dessous. Donc, elle va être très sensible aux changements de précipitation et aux précipitations soudaines. Et les auteurs des études ont noté que dans les 18 jours avant le déluge du Saguenay, il y avait quand même une augmentation des pluies puis de l'humidité dans le sol. Donc, le sol était déjà gorgé d'eau et finalement, le déluge, les fortes précipitations est combiné au niveau, aux fortes précipitations avant, à l'accumulation de ces précipitations-là, ont engendré là, tous ces glissements-là. Une autre information qui est très intéressante au niveau qu'on a observé, que les chercheurs ont observé suite au déluge de 96, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de glissements rotationnels. Donc, et ceux qui sont les quelques-uns qui sont survenus dans des talus qui étaient déjà instables pour d'autres raisons. Donc, la précarité de ces talus-là était déjà précaire. Et comment qu'on explique ça, qu'il n'y a pas eu plus de glissements rotationnels? Ben, c'est que les glissements rotationnels, la surface de rupture est plus profonde. Donc, pour être influencé par une forte pluie, il faut du temps. Il faut du temps à l'eau pour venir faire varier les pressions interstitielles en profondeur et diminuer la stabilité d'un talus en regard ou à des glissements rotationnels profonds. Et ben c'est ce qu'on c'est quand même les événements du Saguenay nous aident à confirmer cette hypothèse-là parce que il n'y a pas eu beaucoup de glissements rotationnels. Si on regarde, il n'y a pas eu beaucoup non plus il n'y a pas eu de glissement fortement rétrogressif, donc des coules argileuses ou des étalements dans la région affectée par les fortes pluies. Donc ça, je vais en reparler. Le lien est beaucoup plus complexe que comparé au glissement superficiel et aux coules argileuses. Plus proche de chez, de, plus, ben, plus récemment, il y a une photo ici qui a été prise dans la région de Masquinongé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en 2024. Et on voit ici des événements, des photos de glissement superficiel suite à l'événement Déby en août 2024. Encore une fois, c'est des talus qui sont pas sujets à l'érosion. C'est vraiment les gros coups d'eau qui ont fait les débris se sont gorgés d'eau et ont dévalé la pente. Et on le voit là. On voit ici, c'est quand même à plusieurs, même s'ils sont petits, ils peuvent quand même affecter sur la sécurité sur plusieurs mètres. Donc, c'est vraiment ce que ça nous indique, l'observation des événements extrêmes dans le passé, c'est vraiment que ces événements-là affectent beaucoup les glissements superficiels. Et parce que c'est la croûte argileuse qui est plus susceptible. Donc, en gros, là, on vient de couvrir les types de glissements, les principales causes, l'impact des changements saisonniers sur les glissements de terrain et l'impact des changements extrêmes, ce qu'on arrive à comprendre en regardant les événements passés. Maintenant, si on regarde dans les projections climatiques, eh bien, rapidement, simplement, quand je regarde, si on identifie les variables climatiques qui vont être importantes dans les années futures suite au changement climatique, on peut identifier quatre variables qui peuvent affecter les glissements de terrain. L'augmentation des précipitations totales annuelles, l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des orages, l'augmentation du jour sans gel et de la durée de la saison sans gel et l'augmentation de la température moyenne annuelle et des épisodes de chaleur extrême plus longs et plus fréquents. Donc, ce que je vais vous indiquer, c'est pour chacun de ces éléments-là, c'est quoi les conséquences possibles sur les talus et ça va être quoi l'effet sur les glissements superficiels et sur les glissements rotationnels dans les argiles.
je vous parle seulement de ces deux types-là parce que, comme je viens de vous le dire, pour les glissements fortement rétrogressifs, c'est moins direct, c'est moins évident. Et c'est vraiment dans les deux types de glissements qui surviennent le plus fréquemment au Québec. Donc, si on regarde, s'il y a une augmentation des totales annuelles des précipitations, évidemment, ça risque d'augmenter la nappe phréatique et les pressions d'eau dans les sols. Ça va affecter tous les types de glissements de terrain peuvent augmenter dans les périodes où cette précipitation-là annuelle va être augmentée. Si l'intensité et la fréquence des orages est augmentée, ça peut avoir deux effets. Premièrement, comme je vous l'ai montré avec les événements extrêmes, ça va augmenter la saturation rapide de la couche superficielle du sol et affecter la fréquence des glissements superficiels. Et l'autre effet, ça c'est moins sûr, est-ce que ces orages-là vont affecter le débit des rivières et leur capacité érosive? J'ai mis des points d'interrogation parce que c'est pas évident à déterminer. Mais si c'est le cas, bien, on risque de voir certains rotationnels survenir plus souvent lors des orages. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des glissements, les glissements rotationnels ont des surfaces de rupture profondes. Ça prend quand même du temps à l'eau pour affecter ces glissements-là. Maintenant, si on regarde le nombre de jours sans gel et l'augmentation de la durée de la saison sans gel, ça peut avoir trois effets. Premièrement, la diminution du couvert de neige au sol, qui va diminuer la recharge printanière. Et ça, en fait, ça peut réduire tous les types de glissements au printemps. Donc, ça peut avoir un effet stabilisateur pour le printemps dans les régions qui subiraient ça, donc plus le sud du Québec. Si on a une diminution du gel, ben, il va y avoir une diminution des glaces marines dans le golfe du Saint-Laurent, une augmentation de l'érosion côtière en hiver. Donc, on peut s'attendre à une augmentation des glissements rotationnels en hiver. Et si on a une augmentation des précipitations liquides et de l'érosion en hiver, si les glaces protègent plus puis qu'on a beaucoup plus de précipitations liquides, eh bien, donc de pluie au lieu de la neige, eh bien, ça va augmenter tous les types de glissements en hiver. Mais ça, c'est pas encore sûr, là, ça reste à voir. La dernière variable, l'augmentation moyenne annuelle de la température puis des épisodes de chaleur extrême, ben, le premier effet que ça peut avoir, c'est que ça va diminuer la nappe phréatique et les pressions d'eau dans les sols. Fait que ça peut avoir en plein été au sud un effet stabilisateur, une réduction des glissements de terrain de tous les types. Par contre, si le réchauffement global qui va affecter les calottes polaires et s'il y a une augmentation du niveau marin, eh bien, on va avoir une augmentation de l'érosion côtière et une augmentation des glissements rotationnels côtiers au sud. Dans le nord du Québec, la remontée isostatique, la remontée des terres due à la déglaciation, on estime qu'elle est généralement plus rapide que la remontée attendue du niveau marin suite au réchauffement climatique. Donc, cet effet-là du niveau marin risque d'être plus probant au sud. Donc, si je résume, si je synthétise ça au niveau des conséquences sur les types de glissements de terrain, ben, toutes les variables qui vont augmenter l'érosion et l'infiltration dans le sol vont augmenter les glissements de tous les types. Le nombre de glissements superficiels risque d'augmenter avec l'augmentation des pluies extrêmes et peut être aggravé par la déforestation naturelle ou anthropique. C'est moins certain pour la fréquence des glissements rotationnels car sont peu affectés par les pluies extrêmes. Et si on a moins de glace marine et un niveau marin plus haut, on peut s'attendre à plus de glissements rotationnels sur les côtes marines, donc le golfe du Saint-Laurent, par exemple. Et les glissements fortement rétrogressifs, ben, il y a certains chercheurs, Gauthier et Hutchinson, qui ont indiqué, en étudiant 5 glissements rétrogressifs, que l'effet du climat est moins direct et qu'on avait besoin de d'autres facteurs externes, peut-être de l'érosion plus soudaine ou d'un tremblement de terre ou de d'autres facteurs autres que juste les pluies. Mais par contre, si on a une augmentation des rotationnels, comme je vous l'expliquais, pour les coulées argileuses, on a besoin d'un premier glissement profond rotationnel pour initier une coulée argileuse quelques heures ou quelques jours avant. Donc, on peut s'attendre, si on a une augmentation des glissements rotationnels, à avoir aussi une augmentation des glissements fortement rétrogressifs. Mais comme je vous l'expliquais, c'est pas nécessairement automatique. Si on regarde le changement sur la distribution et la fréquence des glissements de terrain sans tenir compte des événements extrêmes, donc dans l'année, ben, on s'attend que s'il y a plus de pluie, on peut avoir une augmentation possible des glissements de terrain, mais ce n'est pas évident parce que si pendant l'été,
il y a plus de pluie, mais qu'il fait plus chaud, ben, on va avoir une augmentation de l'évapotranspiration. Fait que, est-ce que ça va compenser l'augmentation de la pluie? Donc, ça, c'est une question qui serait intéressante à étudier. Et s'il y a moins de neige au printemps, ben, il va y avoir moins de glissement au printemps. Et si la saison sans gel augmente, si on a des hivers moins rigoureux avec plus de pluie, plus d'érosion, ben, on risque d'avoir une augmentation des glissements en hiver. Donc, au niveau, en ne tenant, si on ne tient pas compte, en oubliant les événements extrêmes, quand on regarde les changements au niveau des saisons, c'est plus un changement de la distribution des glissements de terrain dans la saison qu'on qu'on risque d'observer. Et peut-être, et une augmentation des glissements, ben, peut-être, mais c'est pas encore évident. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'augmentation des événements extrêmes, ça va augmenter le nombre de glissements de terrain. Par contre, ça va, comme on l'a vu, c'est des événements qui vont être plus ponctuels sur des petites régions. Donc, ça émet qui vont quand même augmenter le nombre annuel d'événements de glissement de terrain à cause des événements extrêmes. Pour essayer de bien analyser la question, il y a des recherches en cours qui sont en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, principalement la section mouvement de terrain. On travaille aussi en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et c'est des projets au laboratoire d'études sur les risques naturels qui sont financés par le cadre de la prévention des sinistres du gouvernement du Québec. Avec Jean-Michel Lemieux du département de génie géologique, il y a eu une mise en place d'un réseau d'instrumentation piézométrique et météorologique. Avec Jean Côté et Jean-Michel Lemieux, il y a eu aussi l'étude de l'érosion interne dans les talus naturels, dont j'ai pas trop parlé, mais qui sont affectés par les changements saisonniers et les changements climatiques. Avec Patrick Lajeunesse et Pascal Roy-Léveillé et le Centre d'études nordiques, on regarde là, les glissements de terrain dans le secteur de la rivière Rupert, de la baie James et de la côte est de la baie d'Hudson, où nous naviguons. Ces secteurs-là risquent d'être plus affectés par les changements climatiques. Et on est aussi en train d'analyser les mécanismes de rupture et de post-rupture des glissements superficiels en collaboration avec Scott McDougall de l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, c'est des recherches là, qui ne sont pas exclusivement sur les changements climatiques, mais quand même que les notions dans ces projets-là vont nous aider et vont nous donner des outils à aider à travailler sur cette question-là. Puis il y a quand même plusieurs choses qui restent à comprendre. Présentement, nos méthodes actuelles sont excellentes pour déterminer les endroits instables. Excellentes. Il y a toujours faut toujours rester sur nos gardes. Là, on travaille avec des processus naturels, surtout au niveau des glissements fortement rétrogressifs. Au niveau des étalements, il y a encore des inconnus. Mais généralement, on est quand même capable de bien estimer les endroits qui vont être instables. Ça va dépendre de la géométrie du talus, de l'hydrogéologie et des propriétés du sol. Ce qui est plus difficile, c'est vraiment, et ce qui est relié au changement climatique et même en fait au changement saisonnier, là, au climat actuel, juste ça, c'est pas encore complètement compris, c'est de savoir, d'arriver à faire le lien entre les précipitations, l'infiltration, les pressions d'eau et la stabilité du talus et dans le temps. Fait que c'est de rajouter le temps dans notre analyse qui est pas facile. Et ça, il y a quand même des travaux qui ont réfléchi, porté des réflexions là-dessus, puis qui ont travaillé. Là. Cloutier et Hall présentent quand même une bonne revue générale sur les changements climatiques au Canada, sur l'impact sur les géorisques. Et Germain aussi a regardé, avec Alexandre Germain et d'autres collaborateurs, ont regardé l'effet sur des changements climatiques sur un talus. Et il y a un autre aspect aussi, il y a l'aspect de l'évolution érosive du débit du cours d'eau et de son impact érosif sur le talus dans le temps, qui n'est pas évident à déterminer et à estimer, dont on a besoin si on veut vraiment des projections dans le temps. Il faut comprendre aussi la bathymétrie fluviale est très importante à connaître, principalement pour les glissements profonds qui peuvent et pour les rivières aussi qui sont profondes. Et il y a aussi une question dans les zones plus isolées, comme au Nunavik, d'arriver à documenter les changements climatiques, documenter la géologie, documenter tous ces aspects-là qui sont importants pour la stabilité des pentes. C'est pas évident. Donc, comment le faire d'une façon efficace dans ces zones-là, difficiles d'accès et isolées? Puis, je vous mets une photo ici des conséquences du glissement qui est survenu à la petite rivière de la Baleine. On voit ça, c'est une photo qui a été prise quelques années après le glissement. On voit encore les débris. La rivière a repris son cours, mais on peut imaginer qu'une analyse de stabilité avant
Et après le glissement, ben, il faut la refaire. Donc, tout le contexte. Donc, c'est ça aussi, le changement. On va avoir un seul glissement. Là, c'est sûr, c'est un glissement très important, mais un seul glissement peut changer tout le cours de la rivière, changer les points d'érosion et changer la stabilité. Donc, pour terminer, ce qu'on a de besoin, en fait, c'est d'une collaboration entre géotechniciens, experts du climat, hydrologues, hydrogéologues et géographes aussi et géologues sur la collaboration pour analyser divers secteurs afin de progresser dans le développement d'outils qui combinent tout ça. On a besoin de données où la population est située parce que les conséquences sont plus élevées. Donc, je vous ai montré là, que les dépôts argileux du Québec, là, où la majorité de la population habite, ça, c'est les zones où on a besoin le plus de données. Besoin de données au nord du Québec aussi parce que les changements climatiques vont y être plus importants. On a besoin aussi de projections sur 25-50 ans pour diverses régions climatiques du Québec. Il faut se rappeler que le printemps n'arrive pas en même temps à Montréal qu'en Gaspé. Donc, juste saisonnier, le climat n'est pas pareil. Donc, on a besoin de projections climatiques adaptées pour les différentes régions climatiques et d'une meilleure résolution. En tant qu'ingénieur, on travaille à l'échelle d'un site. Les cartes du gouvernement du Québec sont faites généralement à l'échelle d'une municipalité ou d'une vallée, d'une rivière. Donc, c'est cette information-là qu'on a de besoin. Et je le répète, l'évolution dans le temps des débits des rivières, de leur capacité érosive et aussi du rôle de la glace. La glace, pas nécessairement en termes d'agents érosifs ou initiateurs, mais en termes de conséquences. Si on a un glissement de terrain et dont les débris emportent de la glace, ben, des fois, la glace peut faire aussi des dommages. Ben, merci de votre attention. Je termine là-dessus et je tiens à remercier Ouranos pour l'invitation, Denis Demers et Pascal Loca du ministère des Transports et de la Mobilité durable et Jacques Loca, qui est dans notre groupe de recherche au LERN, pour les discussions et leurs suggestions. Puis, au niveau des projets de recherche actuels, ben, je veux remercier le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité et le Centre d'études nordiques pour leur collaboration dans les financements et dans la logistique de ces projets-là. J'ai mis mon courriel ici dans le bas de l'écran si vous avez d'autres questions qu'on n'aura pas le temps de répondre dans les prochaines minutes. Ben, merci bien de votre attention. Merci beaucoup, Ariane. C'est vraiment intéressant, là, très bien expliqué. Donc, Merci. on a quand même quelques questions. Donc, je vais commencer tout de suite par la première. Une question. euh, Savez-vous si les cartes des zones à risque au glissement de terrain du ministère seront mises à jour bientôt, notamment les zones instables? Ben, je sais que sont en continu en train de produire des nouvelles cartes. Là. Je ne travaille pas avec eux ça fait pas partie des projets de recherche qu'on a avec eux, mais les cartes il y a au niveau des mises à jour des cartes qui ont déjà livré, ça, je ne sais pas à quelle fréquence ils font ça. Par contre, je sais qu'ils sont toujours en train là, ils ont un plan de couvrir là, les territoires où il y a le plus de besoins où le risque est le plus élevé, généralement où il y a plus de population, et les cartes, les régions qui n'ont jamais été cartographiées. Il y a des cartes qui ont été faites dans les années 80 qui sont encore très bonnes. Et ce que je comprends de la cartographie du gouvernement du Québec, c'est qu'ils travaillent avec des cartes de susceptibilité au glissement de terrain. Et ça dépend, comme je l'ai expliqué, de l'hydrogéologie, de la géométrie du talus et des propriétés des sols. Et ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est quand même indépendant du climat. Donc, les zones vulnérables vont pas nécessairement augmenter de superficie en fonction des changements climatiques. On peut s'attendre peut-être à ce que les projections que je vais vous demander surviennent déjà dans des zones déjà identifiées. Si dans ces zones-là, il y a eu les cartographies. Là. Donc, je ne sais pas si je réponds Ouais. trop à la question. Je n'ai pas la Ben, réponse au niveau de la je, co- fréquence là, de ouais, révision des cartes, là, je mais comprends. C'est souvent dans les mains des ministères en soi, mais on mhm, comprend le contexte de mise à jour continue. c'est ça. Peut-être en second lieu, Alain, si tu pouvais poser ta question directement, peut-être. Oui, merci pour la présentation. C'était extrêmement intéressant. Ma question, c'était en fait, c'était en lien avec les deux slides. Vous avez montré une sur la synthèse des impacts potentiels des changements climatiques, puis une sur la figure là, qui montre les liens avec la température et la précipitation. Là, ces deux Oui. slides-là, je les trouvais intéressantes naturellement pour quelqu'un d'Ouranos qui s'intéresse au changement climatique.
Mais je me demandais, est-ce qu'il existe vraiment des modèles numériques ou des simulateurs ou des outils informatiques ou même des instruments de laboratoire, etc., qui pourraient permettre de simuler ou t'attendez de reproduire, soit réellement ou virtuellement, l'influence des changements climatiques pour lesquels on pourrait faire l'input de scénarios de changement climatique puis voir ce qui se passe. Là, je dis ça, je fais référence avec, par exemple, un vieux projet qu'Ouranos avait participé avec Guy Doré de l'Université Laval sur l'impact des changements climatiques sur les routes. Alors, lui, il avait des Mhm. laboratoires, puis il pouvait simuler des trucs. Fait que je me demandais est-ce qu'il y a des trucs de ce genre-là qui sont disponibles pour la communauté scientifique en glissement de terrain? Merci. Ben, c'est une bonne question, mais oui, on a plusieurs outils numériques, puis ça sont toujours en développement. Puis ce qui est, oui, donc on a des outils numériques. Déjà, on combine l'écoulement en analyse permanente là, pour quand on fait une étude de stabilité. Puis on peut inclure aussi une variabilité des conditions de recharge, par exemple, ou de certaines conditions limites dans le temps. Donc faire des analyses qu'on appelle transitoires. Et où ça devient plus complexe, c'est un peu de modifier la géométrie du talus, mais les modèles, il y a plusieurs modèles qui peuvent le permettre, là. Fait que oui, on a les outils pour arriver à le faire. La complexité, c'est souvent plus la complexité de la nature d'arriver à documenter les données d'entrée, là. Parce que c'est sûr que si c'est pas bien calibré sur la réalité, ben le modèle numérique peut être très bon, mais ce qui va en ça, si on met des choses qui sont pas réalistes, ben ça va pas donner des choses réalistes euh, à la sortie, là. Et donc c'est pour ça le travail sur le projet de recherche sur l'instrumentation, c'est un peu ça le but là, sur l'instrumentation des pentes et des piézométriques et météorologiques avec le gouvernement du Québec, c'est vraiment et Jean-Michel Lemieux, c'est vraiment d'aller documenter, mesurer la variation des pressions interstitielles sur une très longue période et mesurer aussi, avoir différentes stations climatiques, météorologiques et de faire d'avoir des données pour mettre dans des modèles numériques comme ça, là. Donc, où ça devient un petit peu plus complexe, c'est la simulation de l'érosion numériquement, mais ça se fait, il y a du monde qui travaille là-dessus. Il y a aussi de la modélisation physique qui se fait. Ça, je le sais qu'en érosion, il y a des, il y a des, mo- il y a- on peut faire ça simuler un processus érosif là, avec un débit variable, par exemple. Ça, on peut le faire. Sur l'effet des changements climatiques, il y a des études le monde ont même simulé des glissements de terrain à l'extérieur, dans la nature, en simulant une précipitation, en instrumentant la pente et en simulant l'effet d'une précipitation réelle, là. Ben, la précipitation était artificielle, mais il arrivait à simuler ça en temps réel, là. Donc, c'est des choses là, qui sont déjà faites. Et toutes ces activités-là, ces projets-là nous permettent de documenter et d'arriver à avoir des bonnes données dans lesquelles on peut mettre des modèles. Et là, on peut tester nos théories, on peut tester les mécanismes qu'on a en tête là, dans ces modèles numériques-là. Donc, c'est des choses qui se peuvent, oui. Merci, merci beaucoup. Puis, merci pour la présentation. Très Merci. Parfait. On a, je vais essayer de combiner peut-être deux questions. Il y a deux questions sur les végétaux. La première fait référence au fait que les végétaux sont des machines par excellence d'évapotranspiration. Est-ce que ça peut avoir un effet préventif sur les glissements de terrain? Puis il y a une question reliée qui est ben, comment utiliser les végétaux comme mesure de prévention ou d'adaptation aux glissements de terrain? Ben oui, c'est sûr que la végétation a un effet important. J'en ai parlé là, quand c'est sûr que je parlais de déforestation, mais même c'est sûr qu'un talus qui est nu va être beaucoup plus sensible à l'érosion, au gros coups d'eau et à l'infiltration, en fait. C'est à la base, ce que la végétation va aider, c'est vraiment comme vous le mentionnez, de réduire l'infiltration. Il y a de l'évapotranspiration, évidemment. Là, il y a tout ce que fait la plante. Les,
les racines aussi, dans certains cas, peuvent aider aussi à tenir le sol, là. Des fois, c'est pas nécessairement évident, là, l'effet des racines, là, surtout en sécheresse, là. Mais généralement, les végétaux, on va considérer que ça va stabiliser au niveau principalement des glissements superficiels, parce que l'effet des végétaux va rester, si on parle d'une végétation assez, pas nécessairement d'arbres, là, avec des racines qui vont sur plusieurs mètres de profondeur, mais si on regarde là, les arbustes vont stabiliser vraiment en regard au glissement superficiel. Donc, oui, c'est une méthode là, qu'on peut, je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent là-dessus. Là, c'est des méthodes qui sont utilisées de mettre là, l'herbe, des arbustes pour stabiliser les pentes. Mais il faut comprendre que ça va surtout être les glissements superficiels qui vont être réduits. Ça va pas nécessairement avoir un impact sur les glissements rotationnels profonds. Là, dans ce cas-ci, c'est plus les arbres, les plus grands arbres là, qui vont être avec des racines beaucoup plus profondes qui vont avoir un impact sur ces glissements-là. Merci. On a une question, peut-être une question rapide. Est-ce que les précipitations liquides en hiver sont un bon indicateur climatique à prendre en compte pour analyser l'occurrence des glissements de terrain? Ben, si ça, je suis pas sûr que c'est automatique là, qu'il va y avoir une augmentation des précipitations liquides, mais s'il y a une augmentation des précipitations liquides et aussi en plus combiné à plus d'érosion en hiver, ben c'est oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des types de glissements, mais ça va affecter l'hiver. Mais là, en termes de proportion, comme je l'expliquais, si on regarde le nombre de glissements annuellement, si on oublie les événements extrêmes, ben, ça se peut qu'en été, il y en a un peu moins. Parce que oui, il y a peut-être plus de pluie, mais si c'est compensé par une augmentation des températures puis de l'évapotranspiration, ben ça, l'été, ça va peut-être se compenser. On va peut-être garder le même nombre de glissements de terrain l'été, mais en hiver, par contre, il y en aurait un petit peu plus, là. Donc, c'est beaucoup plus ce que ça va affecter, ça va plus affecter un déplacement du nombre de glissements de terrain pendant les saisons, là. Parfait. On a une question sur est-ce que le sol peut se restabiliser avec le temps? C'est une bonne question. Si on a, quand on regarde un glissement rotationnel, par exemple, profond, si les débris on ne subissent pas d'érosion, ben, on peut considérer que la pente peut être, peut être plus stable. La pente, généralement, va être moins pentue après le glissement. Donc, ça dépend de plusieurs conditions, là. Mais donc, on peut pas, c'est pas automatique, là. Des fois, on a eu des glissements de terrain qui sont survenus à l'intérieur de glissements historiques, là. Mais je veux dire, si on parle normalement un glissement de terrain rotationnel, normalement, c'est quand même quelque chose qui vient stabiliser une pente après coup, là. C'est sûr que dans bien des cas, ce qui va survenir, c'est que les débris vont continuer à bouger à cause de précipitations, à cause d'érosion, et c'est là que la stabilité va pas être assurée tout le temps, là. Donc, c'est complexe, là. C'est un peu du cas par cas là, pour cette réponse-là. Parfait. Je pense qu'on commence il y a quelques petites questions. Ben, peut-être une précision. Je disais pour la question qu'on vient d'aborder, c'était plus dans une situation avant glissement. Pour la question, La question qu'on vient d'aborder, si le sol peut se restabiliser. ah, OK, OK. OK, ben oui, s'il y a plus de végétation, là, on peut dire que ça va être un effet plus stabilisateur. Des fois, avec le temps, ben, ça, c'est ce que je verrais là, au niveau ce serait les végétaux, s'il y a eu quelque chose qui a fait que si on a arraché les végétaux, puis ben, tranquillement, si on les laisse repousser, ben, ça va augmenter la stabilité de la pente, là. Puis on peut aider ça. On peut aider ça aussi en contrôlant l'érosion. Ça va aider. Ça serait les deux facteurs que je vois là, qui pourraient restabiliser finalement, ou peut-être pas restabiliser, mais aider à ce que la stabilité d'un talus ne réduise pas là, avec le temps.
Donc, les végétaux, Hmm. contrôler l'érosion en pied de talus, là. Et Parfait, l'écoulement, merci. de pas, comme je l'ai dit, de pas les mauvaises pratiques anthropiques, ben, d'essayer d'éviter ça le plus possible Hmm. aussi, là. Mm. Parfait, mais je pense on va conclure pour pouvoir passer au prochain qui arrive à 11 heures. Ben, merci à tous les participants. Merci, Ariane, pour ta présentation. Donc, comme tu l'as dit, ton adresse est disponible là, s'il y a Oui. besoin de poursuivre les discussions. Mm. Donc, j'invite, pour les gens qui veulent poursuivre, en fait, un webinaire à 11 heures sur les événements extrêmes combinés. Il faut aller utiliser l'autre lien d'inscription. Donc, merci à tous et bonne suite de journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.